Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Attal a-t-il été harcelé? Hidalgo à Tahiti, le gros mensonge. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation. Et aujourd'hui sont à l'honneur Michel C., Caroline Daubigny, Claire Diploc, Caroline Bondou, Dombrine. Merci à eux du fond du cœur. Ce sont des fidèles parmi les fidèles. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Il ne faut rien lâcher, la bataille fait rage, il y a énormément de passion. J'ai lu un tweet d'ailleurs de Hervé Carès qui appelait au calme. Oui, nous sommes là pour vous donner des clés de compréhension. Vous n'avez pas besoin d'essayer, comment dirais-je, de nous intimider. Voilà, on va utiliser ce terme. On va commencer par la première affaire. Pour Attal, oui, le jeune Gabriel Attal à l'école alsacienne aurait été harcelé par Juan Branco. Il faut savoir que Juan Branco avait écrit un livre assez à charge déjà contre Gabriel Attal. C'est donc au micro d'Audrey Crespa sur TF1 que Gabriel Attal va se confier. Attention, vous allez être victime de la tyrannie de l'émotion. On va faire en sorte que vous soyez ému pour mieux vous manipuler et surtout pour vous empêcher de voir les vrais problèmes. Allez, on va regarder de quoi il s'agit, en quoi consiste cet harcèlement. Adolescent, il rencontre avoir traversé un déferlement d'insultes très violent pendant plusieurs mois. J'étais à la fin du collège, j'avais 14-15 ans, c'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Bon, l'élève en question, je vous l'ai dit, c'est Juan Branco, retrace-t-il. Sur ce blog, Gabriel Attal est traité, je vous laisse lire les termes dépréciatifs, c'était sur mon orientation sexuelle supposée à l'époque, car je n'en parlais pas autour de moi, précise-t-il, après avoir révélé publiquement son homosexualité en 2019. Ce qui était dur pour moi et qui l'est encore aujourd'hui pour beaucoup de jeunes, c'est parfois le sentiment qu'on n'a personne à qui en parler. Certains pourraient trouver dommageable que je me moque de Gabriel Attal, que je me moque de cette séquence de communication, puisque il révèle avoir été harcelé. Je pourrais respecter en quelque sorte ce mauvais souvenir, mais pas le moins du monde, dans la mesure où son intervention est dérangeante à plus d'un titre. Premier élément, cela nous est très bien donné par Philippe Duval. Si aujourd'hui de très nombreux Français n'ont plus confiance, ou pire, ne respectent plus les politiques, c'est aussi à cause de ces émissions de télé-réalité. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Audrey Crespo-Mara devient l'attachée de presse du gouvernement, elle met en valeur un ministre, elle fait en sorte qu'il y ait énormément d'émotions pour manipuler les téléspectateurs, pour qu'on ait de l'empathie pour ce ministre, alors qu'il ne fait strictement rien, en tout cas sur le plan politique. Et ce que rapporte aussi Philippe Duval, on nous explique en effet qu'un ministre vient vous expliquer comment la vie d'un enfant très privilégié des beaux quartiers était difficile dans l'école la plus élitiste de Paris. On nous renvoie à des souvenirs qui ont presque 20 ans, dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas comment ils ont été manipulés par les communicants. C'est une véritable honte, d'autant plus que Gabriel Attal utilise TF1 pour régler des comptes avec Juan Branco. C'est en quelque sorte une forme d'inversion accusatoire. Et puis, il y a l'infantilisation. J'ai regardé les réseaux sociaux, il y a ceux qui deviennent militants de Gabriel Attal, et puis il y a ceux qui deviennent militants de Juan Branco. C'est-à-dire que je vois des gens se disputer sur une affaire d'adolescents de 14-15 ans. Ils nous infantilisent, ils nous détournent des vrais problèmes. Et c'est cela peut-être ce qu'il y a de plus dérangeant. Car derrière ce numéro de cirque, larmoyant, honteux, il y a la réalité des faits. Les signalements de faits de harcèlement scolaire ont augmenté de 69% à un an, alors que déjà en 2021, ils étaient dramatiques. Catherine Becchetti-Bizot, la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, fait état d'une année 2022 très intense. Vous remarquez ce doux euphémisme très intense. Le nombre de saisines pour cyberharcèlement a bondi donc de 69%. On se rappelle que dès 2017, Emmanuel Macron
et Bibi ont décidé de faire du harcèlement scolaire une cause nationale. À chaque rentrée, on a vu apparaître Bibi Macron pour nous expliquer qu'elle était du côté des victimes. Et qu'est-ce que l'on constate? 69% en un an. Il y en a eu de la gesticulation. On a fait donc du harcèlement une cause nationale. On a décidé de faire des campagnes de prévention, d'affichage dans les établissements scolaires, un observatoire du harcèlement, et il ne s'est strictement rien passé. Et pour cause, si on ne s'attaque pas aux racines du mal, ils peuvent s'agiter autant qu'ils veulent, rien ne changera. Et quelles sont les racines du mal? Oh, je ne peux pas vous donner évidemment tous les facteurs, je vais en repérer 3. Le premier, il est très dense, c'est la culture de l'excuse. C'est ce qui a vraiment développé la violence chez les élèves, puisque on n'avait plus le droit de punir. Il faut savoir que votre serviteur a été professeur dans des établissements difficiles et on avait, par exemple, des directives de Ségolène Royal à l'époque, nous expliquant qu'il fallait supprimer les punitions. Voilà le résultat aujourd'hui. Et puis, cette idée de l'épanouissement personnel, de laisser faire l'élève, eh bien, on n'enseigne plus, on ne l'éduque plus, on essaie plutôt de le gérer. Trop d'établissements se sont transformés en garderies. Et puis, un peu plus haut, il y a l'exemple de l'impunité des juges Soros. À partir du moment où des délinquants qui font pique-pendre sont toujours dehors, vous imaginez ce que cela peut engendrer chez des têtes un peu fragiles. Ils se disent qu'ils peuvent eux aussi devenir Scarface. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire que lorsqu'on a des élèves en très grande difficulté et qui peuvent être très dangereux, on n'a pas le droit de les exclure, ou c'est si difficile, ce qui revient au même. Voilà quelles sont les principales causes, et certains pourraient ajouter également la complicité d'une grande partie des partis de gauche avec tout ce que je viens de dire. Nous avons donc assisté encore une fois à une communication d'une journaliste qui devient l'attachée de presse du gouvernement, Gabriel Attal qui manipule nos émotions pour détourner le regard des vraies responsabilités de ce gouvernement, faire en sorte de cliver entre les pour Attal et les contre Juan Branco, sur des gamineries d'enfants de 14-15 ans, un vrai système d'infantilisation. Quel est le rapport avec la séquence de Gabriel Attal et l'information? Strictement rien, ce n'est que de la propagande. Et lorsque je vous disais qu'il fallait changer la justice, il faudrait peut-être commencer par le ministre lui-même. Pour Éric Dupond-Moretti, un procès à haut risque politique. Le garde des Sceaux comparaît devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Il joue son avenir place Vendôme. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, Dupond-Moretti? Eh bien, le garde des Sceaux passera bien devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. L'ancien avocat est accusé d'avoir réglé ses comptes avec des magistrats une fois arrivé au ministère de la Justice. Nous avons donc un ministre de la Justice qui se comporte comme un petit mafieux. Étonnant, non? Ah non, pas étonnant, puisque Dupond-Moretti nous a habitués à ce genre de choses. C'est quand même le ministre de l'Injustice qui fait des bras d'honneur et des doigts de déshonneur à l'intérieur de l'hémicycle. Et il le revendique, qui plus est. On aimerait également que les juges de la Cour de justice de la République lui posent la question au sujet de l'achat de sa Maserati. Vous vous en souvenez, une Maserati payée en argent liquide. Cet argent venait d'un paradis fiscal où Dupond-Moretti n'avait pas de clients. C'est quand même un peu étrange. On aimerait en savoir plus. Dans ce gouvernement, ils se permettent tout. Pensez par exemple à Elisabeth Borne, qui n'hésite pas à vapoter au sein de l'hémicycle alors que c'est strictement interdit. Il ne respecte aucune règle, aucune loi. Tiens, puisqu'on parle de loi, vous savez qu'en ce moment, il y a la fameuse loi immigration, le signal d'Emmanuel Macron à LR avant la bataille du Sénat. Il n'aura pas besoin de faire beaucoup de gestes, puisque les LR, vous le savez, sont complices de ce gouvernement. Le chef de l'État réitère sa proposition d'élargir le référendum au sujet migratoire alors que le texte controversé de Gérald Darmanin arrive ce lundi dans l'hémicycle sénatorial. Nous avons expliqué dans des précédents numéros que cette loi ne changera rien pour une raison simple, la politique migratoire est décidée à Bruxelles, donc ce n'est encore une fois que la gesticulation, de la comédie, du spectacle pour faire croire aux Français que ce gouvernement agit. Par contre, cette loi immigration, elle a tendance au contraire à favoriser l'immigration. C'est d'ailleurs ce
que même le patronat finit par dire. Carte de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Même le MEDEF n'était pas demandeur d'un texte. Son président Patrick Martin juge plus urgent de former les chômeurs éloignés de l'emploi. Mais que fait Gérald Darmanin? Il applique ni plus ni moins les directives européennes. Il nous prend pour des imbéciles. Et puis cette loi sera votée. Vous le savez pourquoi. Parce que lorsqu'il y a une loi qui est plutôt de droite, la gauche ne vote pas. Et quand vous avez une loi qui est plutôt de gauche, la droite et le Rassemblement national ne votent pas. C'est comme cela qu'Emmanuel Macron dirige ce pays depuis 2022. Le gouvernement s'avance plus serein depuis qu'il voit le risque de la censure s'éloigner. L'annonce du traître socialiste Olivier Faure, par essence les socialistes sont des traîtres, qui a prévenu que ses troupes ne voteraient pas une motion déposée par la droite sur l'immigration, a été bien reçu au sommet de l'État. Ah, Olivier Faure, supplétif d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas une nouvelle, me direz-vous. Elle a convaincu l'aile gauche de la majorité qu'il n'est pas utile de négocier davantage avec les LR. C'est la majorité qui a le dernier mot, insiste le député Renaissance Sacha Houlier. Ainsi, vous avez les Français qui sont extrêmement critiques vis-à-vis de l'exécutif, et c'est un doux euphémisme. Vous avez également des consultations qui montrent que les Français voudraient la dissolution, plus de démocratie. Certains même affirment, et je suis l'un des leurs, que nous ne sommes plus véritablement en démocratie. Et que font les socialistes? Ils font de la petite tambouille à l'ombre avec le gouvernement pour qu'il dure jusqu'en 2027. On appelle ça l'UMPS. Et l'UMPS s'affiche à la une de la Tribune dimanche. Bernard Cazeneuve, PS, et Édouard Philippe, ex-LR, font un appel commun. Au moins, les choses sont claires. Guerre en Israël, antisémitisme, République, les deux anciens premiers ministres parlent pour la première fois d'une même voix. Non, ils ont toujours dit la même chose. Ils sont tous les deux européistes, donc ils défendent les mêmes valeurs. Puisqu'on parle de socialistes, il y en a une qui en prend plein la figure en ce moment, faut dire qu'elle exagère. Anne Hidalgo à Tahiti, une sorte de foutage de gueule assez jouissif. Tous les ingrédients sont réunis. La taxe carbone d'un vol long courrier, un pseudo-voyage officiel pour des vacances à titre privé, absence d'Anne Hidalgo sur le site olympique de l'épreuve de surf. Oui, elle nous avait justifié son voyage à Tahiti pour aller inspecter le site olympique de l'épreuve du surf. Eh bien, elle n'y va pas. Alors, on va regarder exactement dans le détail, mais ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. L'ancien taulier du Stade français indique aux Parisiens que la visite a donc été reportée le lendemain, mais que le maire n'a pas pu y participer car elle est partie ce jour-là, très tôt le matin, rejoindre sa fille qui vit sur l'île de Raiatea. Pourtant, la mairie de Paris avait assuré vendredi 3 novembre à nos confrères qu'Anne Hidalgo avait renoncé à cette visite d'un commun accord avec les autorités locales pour ne pas raviver les tensions. L'édile a en fait décidé de profiter de ce voyage lointain pour aller rendre visite à sa famille dans le cadre de vacances privées, révèle Pierre Rabadan, l'ancien deuxième ligne du Stade de France. Si je résume la situation, vous avez Anne Hidalgo qui a tellement honte de partir 3 semaines en vacances qu'elle fait croire qu'elle va à Tahiti pour des raisons professionnelles. Elle promet de se rendre sur un site des Jeux Olympiques et elle ne s'y rend pas. Non, elle va chez sa fille. Eh bien, cela résume parfaitement ce qui se passe en France. Ils ne disent plus la vérité, ils ne font que communiquer et ils se prennent les pieds dans le tapis de leur propre communication. Et cette Anne Hidalgo explique qu'elle est socialiste. C'est merveilleux, ce petit monde de profiteurs. Allez, sans transition, une nouvelle pas très réjouissante. Celle-là, elle ne s'étale pas à la une de vos journaux. Non, on préfère Gabriel Attal. Clap de fin pour les caissières. À fond la caisse automatique, un scandale absolu. 180 000 emplois qui disparaîtront pour déshumaniser les magasins. Parce qu'en France, les épiciers décident et l'État laisse faire n'importe quoi. Il faut savoir que la grande distribution a pendant des années financé tous les partis politiques. À votre avis, est-ce que cela a changé ? En tous les cas, lorsque l'on voit ce genre de mesures, on peut en douter. Cinéma, le film de Didier Bourdon inestimable, part très mal. À la séance de 9h de l'UGC Ciné, Cité Léal, véritable baromètre du box-office en France, Inestimable a fait un mauvais démarrage. Sur les 8 nouveautés à l'affiche, il arrive bon dernier avec 18 pauvres entrées. Apparemment, les pauvres C de non-vaccinés, mais aussi nombre de vaccinés, ne sont pas convaincus par son nouveau navet. Ne lâchons rien.
Et il faudrait également que ceux qui ont été responsables des confinements, de tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, rendent des comptes, pas seulement les artistes. On va parler maintenant de médias parce que l'Arcom a été saisi pas mal de fois pour tout ce qui se passe autour du conflit en Palestine. Fake news, dérapage, propos racistes, la fuite en avant de certains grands médias, les représentants des chaînes seront réunis mardi par l'Arcom ex-CESA pour évoquer le traitement du conflit au Proche-Orient après la multiplication des signalements. C'est d'ailleurs ce que nous dénonçons depuis des mois sur cette chaîne d'entretien. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus que des attachés de presse qui défendent des intérêts et qui ne sont pas ceux des Français, bien évidemment. Et que font-ils, tous ces attachés de presse? Ils font en sorte que l'information soit hystérisée. Insultes, exagérations, mensonges, propagande, ils n'arrêtent pas. Et ce qui est flagrant, c'est que nous avons toujours les mêmes. Prenez par exemple Céline Pina. Céline Pina est une socialiste. Oh, c'est encore un hasard. Eh bien, on se rappelle que lorsqu'on parlait des non-vaccinés, eh bien, cette ancienne militante socialiste, les soignants suspendus car non-vaccinés contre la Covid-19, représente un fond de cuve. Vous imaginez comment elle s'adresse à des Français qui en plus ont eu raison. Ceux qui ont été en première ligne face au virus au début de la pandémie, équipés de sacs poubelles et de masques périmés, apprécieront. Voilà comment on s'adresse à des soignants sur les plateaux de télévision. Et c'est la même qui vient nous expliquer quelque chose qui a surpris tout le monde. Une bombe qui explose tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre, a affirmé l'éditorialiste Céline Pina en évoquant les enfants palestiniens. Mais comment peut-on tenir des propos si monstrueux sur un plateau de télévision? Et vous savez ce qui me désespère le plus, c'est que Laurence Ferrari, qui est à côté, acquiesce. Il y a une forme de complicité dans le dérapage. Et nous sommes habitués depuis les Gilets jaunes de voir des gens raconter n'importe quoi, dire les éléments de propagande les plus délirants sans que personne ne les contredise. Je pense par exemple à Caroline Forest, qui est vraiment une récidiviste. Lorsqu'il y avait l'épisode des Gilets jaunes, elle nous a expliqué que des centaines de faux profils russes créés pour tenter d'amplifier la colère en France. Oui, les Gilets jaunes, c'est la main de Poutine. On sait aujourd'hui que c'est entièrement faux. Eh bien, c'est Caroline Forest qui nous balance cette propagande, cette fake news. Elle sert évidemment les intérêts d'Emmanuel Macron. Et puis, on a vu la même chose pendant la pandémie. Alors, je vous donne que celui-là parce qu'il me semble assez énorme. Antivax, ils tombent comme des mouches. La plupart des leaders antivax ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Je l'aime bien cette vignette parce qu'on voit Pujadas en bas avec antivax aux sources d'une irrationalité. Vous avez Caroline Forest qui est en plein délire de propagande, de mensonges, de militantisme honteux. Et on accuse les antivax d'être dans l'irrationalité. Oui, cela s'appelle l'inversion accusatoire. Je vous présente maintenant un tweet. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il montre réellement ce qu'est Caroline Forest. Les trolls russes. Sa phrase commence « les trolls russes ». Il y a une forme d'obsession pathologique chez Caroline Forest. Dès que vous la critiquez, vous moquez d'elle, vous êtes un troll russe. Pas besoin d'en dire plus. Les trolls russes ont inventé une fausse couverture et un faux dessin de Franc-Tireur Magazine pour faire croire que la presse française critiquait Zelensky. Non seulement c'est un fake, mais nous soutenons le président ukrainien. C'est formidable ce genre de tweet parce que cela vieillit très mal, bien évidemment. Parce que si elle soutient le président ukrainien, elle doit être la seule. Parce qu'aujourd'hui, même le peuple ukrainien est très critique vis-à-vis de Zelensky. Vous avez des gangs de pseudo-journalistes qui peuplent les plateaux de télévision, qui ne sont pas là pour vous informer, pour vous faire comprendre la complexité du réel. Non, ils sont là pour vendre leur soupe, ils sont au service d'intérêts et généralement du pouvoir politique. Ils se permettent tous les dérapages, tous les mensonges, toute la propagande et il ne se passe rien. Ah, si je suis quand même mauvaise langue, il y a l'Arcom qui a un système de sanctions relativement efficace. Au bout de 10 avertissements, vous avez un blâme et au bout de 10 blâmes, vous avez la Légion d'honneur qui vous est remise par Emmanuel Macron. Mais voilà, lorsqu'il y a un conflit au Proche-Orient, les tensions montent, ces gens font mettre de l'huile sur le feu et après, il y a toute une série de drames parce que, hélas, il y a des têtes vides. À mon avis, ils ne servent même pas la cause qu'ils défendent.
Et puis dans le monde, ça bouge, ça bouge. Je pense que la solution au Proche-Orient, elle viendra des États-Unis. Il y a de très nombreuses manifestations jusqu'aux portes de la Maison-Blanche. Des manifestants pro-palestiniens ont été vus en train de secouer la porte de la Maison-Blanche, vandalisée avec de la peinture rouge. Let's go Brandon! Une clôture de la Maison-Blanche a été vandalisée avec de la peinture rouge alors que des manifestants, secouaient la porte de l'une des entrées. C'était une manifestation monstre. Oui, il y a de grandes chances que le conflit se joue dans la rue américaine. Et puis, pour expliquer comment le réel est complexe et qu'il n'est pas manichéen, ceci est en effet surréaliste. USA, Qatar est coupable parce qu'il héberge le Hamas. Qatar répond oui à la demande des USA. Mais c'est fou, nous dit le docteur Elie David, qui était en pointe notamment contre les politiques covidistes. Quant à Joe Biden, il se retrouve dans une situation complexe. Il n'a pas su gérer la crise en Afghanistan. On lui reproche la défaite prochaine en Ukraine. Et il doit faire face aux manifestants qui veulent la paix pour la Palestine. États-Unis, à 1 an de l'élection, Biden a la peine dans les sondages face à Trump. Et quand ils disent à la peine, dans les 6 États qui font vraiment la différence dans l'élection américaine, eh bien Joe Biden est très très loin. On va maintenant terminer ce journal avec l'Ukraine. Et voilà, le média américain NBC News crache le morceau. Des responsables américains et de pays européens sont en train de pousser Zelensky à négocier avec la Russie. Il laisse jusqu'à la fin de l'année à l'Ukraine pour commencer à négocier. Et les pertes que devra concéder l'Ukraine sont en train d'être discutées. Enfin, mais que de temps perdu, combien de vies perdues pour rien. On se faisait insulter pour proposer ça depuis des mois. Allez, arrêtons de financer tout ça et vite la paix, stop au massacre. Oui, bien dit Florian Philippot. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.